Bonsoir à tous et bienvenue à Passaporta pour cette soirée organisée en partenariat avec la Foire du Livre. Merci à Claro d'être parmi nous. Merci à Philippe Marchewski d'avoir accepté d'animer cette soirée. On va commencer avec environ une demi-heure de lecture par Claro d'extraits choisis de sa traduction de Jérusalem, et puis on aura environ 3/4 d'heure d'entretien, à l'issue duquel vous pourrez aussi poser quelques questions. Je donne juste quelques infos pratiques pour vous dire que le livre, aussi bien d'Alan Moore que certains des livres de Claro, sont disponibles à la vente après la soirée, que le bar sera ouvert, et alors aussi vous dire qu'en fait on vient de couper le chauffage, parce que le chauffage fait beaucoup de bruit, mais comme il fait super froid, on vous a prévu des plaids. Donc si la température baisse, que vous avez froid, sentez-vous vraiment à l'aise d'aller les chercher là près de ma collègue Colline. Et voilà, j'ai fait le tour des infos pratiques. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Donc, je vais vous proposer une lecture de petits passages de Jérusalem. Au début, j'avais proposé une lecture intégrale. Ça n'a pas été retenu pour des raisons que je ne sais pas. Mais... Alors que c'est qu'une 60aine d'heures de lecture, je crois un peu moins. Voilà, donc j'ai choisi 6 extraits afin qu'on ait un peu une vision de différents moments du livre, différents styles qu'emploie Alan Moore. Donc là, on va commencer. Je ne vais pas situer le livre parce que c'est compliqué, et donc il faut mieux entrer tout de suite, je trouve, dans la matière et entendre la voix. Là, on va être plutôt au 19e, et on va commencer avec un restaurateur de fresques qui se retrouve à la cathédrale Saint-Paul à Londres. Et donc il est monté sur une espèce d'estrade comme ça à poulies. Il y a pas mal de mètres de hauteur, et il doit repeindre une fresque. Dès que la plateforme eut cessé de bouger, Ern décida de commencer son travail par un personnage surmonté d'un halo en haut à gauche du panneau, un ange ou un saint, il ne savait pas trop, dont le visage avait été quelque peu décoloré par des décennies de vapeur d'encens et de fumée de cierge. Il débuta doucement avec ses chiffons, assis sur le rebord de la nacelle, essuyant les petites taches et couches de poussière sur un visage dont il fut étonné de voir qu'il mesurait au moins 1,20 m du sommet du crâne au menton, quand on le voyait de près, le visage aux traits presque efféminés, à moitié tourné vers la droite et regardant en bas, ses petites lèvres contractées en un sourire suffisant. Un ange, décida Ern, qui se rappela que les saints qu'il connaissait étaient tous barbus. Ern était tout seul, dans un lieu qui semblait être le grenier du monde, autrement plus orné et spacieux que celui de la maison de sa mère dans East Street. Une fois qu'il eut ôté le plus de crasse superficielle possible sur un quart de profil presque aussi grand que lui, Ernest s'attela à la tâche ardue consistant à obtenir une nuance qui soit en parfait accord avec le teint de pêche de la créature céleste. Utilisant le manche de pinceau le moins sale qu'il put trouver, il battit les 6 jaunes dans leur jatte, puis déposa une infime quantité de la crème cuivrée qui en résulta dans un de ses bols à mélange. Un autre manche de pinceau fit office de cuillère effilée afin de doser de minuscules portions de ce qu'Ern estima être les couleurs nécessaires, essuyant les manches des pinceaux après chaque adjonction à l'aide d'un chiffon et remuant différentes quantités de poudre dans son bol avec l'œuf battu. Il commença par un riche ocre brûlé, ajoutant du jaune de Naples pour sa nuance d'après-midi d'été, puis enchaîna par une discrète pincée de rose Garance. Puis le crachin sanglant et transparent d'un cramoisi alizarin fut touillé vigoureusement avec le mélange, de toutes petites gouttes de jaune d'œuf nacré de couleurs mêlées les unes aux autres par les poils du petit gris. Il compléta le mélange déjà satisfaisant par sa touche personnelle, un secret qu'il tenait de Jack Thimbles, et qui consistait à employer un bleu cobalt, stimulant ainsi le sang affaibli qui circulait dans les veines situées juste sous l'épiderme.
Si les bleus et les rouges se révélaient trop vifs, Ern les compenserait par une goutte de blanc. Mais pour l'instant, il était content du résultat et entreprit de préparer son fin enduit de plâtre, versant soigneusement du gypse blanc du sac dans un peu d'eau, puis ajoutant sa détrempe nuance chair pour colorer le plâtre fin après mélange. Glissant une gamme variée de pinceaux dans la poche de son pantalon, Ernest s'avança sur les planches de sa scène suspendue, en portant le bol contenant la substance difficilement obtenue entre ses mains, jusqu'à la pointe sud-ouest de la plateforme, où il entreprit de travailler sur le gigantesque visage, la tête penchée en arrière, alors qu'il se hissait légèrement vers l'image sur la paroi concave juste au-dessus de lui. Appliquant tout d'abord une fine couche de plâtre couleur chair sur la longue courbe de la mâchoire de l'ange, Ernest attendit qu'elle sèche, avant de la frotter au papier de verre pour la lisser, puis s'apprêta à recommencer l'opération. Il avait à peine commencé à enduire d'un mouvement vif et aguerri le visage large d'1 mètre, quand il remarqua avec dépit que les teintes à son extrémité, qu'il n'avait pas encore touchées, s'étaient mises à couler. L'orage qui sévissait dehors avait atteint son apogée avec un barrage ahurissant de coups de tonnerre, alors qu'Ern contemplait avec effroi et inquiétude, les yeux plissés pour mieux y voir dans le déferlement d'éclairs syncopés, les couleurs qui dégoulinaient sur la tête et les épaules plates et légèrement inclinées de l'ange. Des gouttelettes en mouvement, chacune d'une nuance différente, coulaient dans tous les sens sur la surface intérieure du dôme, à même le visage angélique, leur trajectoire en choquante violation de toutes les lois de la raison. En outre, les rigoles véloces ne semblaient pas, aux yeux d'Ern, aussi luisantes qu'elles auraient dû être si elles avaient été humides. C'était plutôt comme si des rues à sec, composées d'infimes grains, filaient sur les figures peintes en suivant leur courbe intérieure, telle de la limaille colorée nageant sur un aimant peu puissant. C'était une chose impossible, et pire, ça lui serait imputé sur son salaire. Il fit un pas involontaire et chancelant en arrière, et ce faisant eut une vision plus large, à défaut d'une meilleure compréhension de l'activité dégoulinante qui se déchaînait devant lui. Des gris neutres et des ocres bruns, venus des ombres à l'extrême droite de l'énorme visage, là où il se détournait, rampaient en une diagonale raide vers le coin gauche supérieur, où ils s'amassaient en un pâté sombre, comme on pourrait en voir sur le côté d'un nez, si son propriétaire vous regardait droit en face. Du jaune de chrome éclatant et du blanc de Saturne sanguinolait de l'auréole, formant une tache claire et irrégulière au contour, rappelant la joue de l'ange la plus à droite, si elle avait été légèrement décalée pour être éclairée. Une peur paralysante lui parcourant l'échine, Ern comprit, sans perturber la surface quasi plane sur laquelle il était représenté, ni s'affranchir des confins de son domaine bidimensionnel, le visage massif de l'ange se tournait lentement, toujours à la surface de la fresque, pour poser sur lui un regard frontal. De nouveaux plis gris se coagulaient au coin de ses yeux, tandis que des paupières grosses comme des miches de pain, au préalable timidement baissées, palpitaient et se relevaient, de petits éclats de peinture tombant des rides nouvellement créées dans la bouche d'Ernest, lequel restait bouche bée sous le spectacle. Ce qui se passait était tellement incroyable qu'il n'eut même pas le réflexe de crier, mais recula encore d'1 pas, une main plaquée sur sa bouche grande ouverte. Aux lointaines extrémités de la bouche épique de l'ange, qui s'était déplacée elle aussi en haut à gauche, des fissures où se mêlaient l'ivoire et le cramoisi formaient des fossettes, tandis que les lèvres pâles et longues de 30 centimètres s'entr'ouvraient et que l'ange parlait. Après la restauration, on va attaquer le réveil. Cette fois-ci, on est à l'époque contemporaine, et c'est l'histoire de Benjamin Périt, un très mauvais poète qui vit chez sa mère, comme tous les très mauvais poètes. Homme ivre, toujours tu siffleras ton verre. Ô verre, nul n'a sondé tes largesses entumes. Et merde, qu'il reste là, bien au chaud sous l'eau, ballotté par les draps moites de sueur, lesté par les corps morts, les grappes de crabes et les sirènes hameçonnées à leur Samsung, avec leurs pains en arête. Non mais empêchez-les de remonter à la surface, de boire le jour. 5 minutes, encore 5 minutes, puisqu'ici le temps n'existe pas. On pourrait être en 1958 et il aurait 5 ans, avec toute sa vie encore à venir, intacte devant lui, amarré dans les fonds marins aux formes fuyantes. Ses pensées pareilles à des tétras multicolores se faufilant entre les gisants de pierre, les coffres des morts. Mais
Il est trop tard, déjà il est trop tard. Un ressort de matelas dépasse de la vase océane, lui rentre dans le dos, il sent ses membres mous de méduse remuer autour de lui dans le reflux salé, tandis qu'il s'élève à contre-cœur entre les plis limoneux des rêves, vers l'aveuglante surface pommelée, où sa mère écoute la radio dans la cuisine, et merde. Bénédicte Perrit entr'ouvrit les yeux aux premières lueurs de l'aube. On n'était pas en 1958. Il n'avait pas 5 ans. On était le 26 mai 2006. Il était un débris flatulent et catarreux de 52 balais, une antiquité régalienne en exil, une épave échouée sur les rives hostiles d'un siècle étranger. Ah. Épave était un terme un peu fort, à vrai dire. Il se portait mieux que d'autres à son âge. C'est juste qu'il venait de se réveiller et qu'il avait forcé sur la bière, la veille au soir. Ça irait mieux plus tard, il le savait. Mais le matin portait toujours un rude coup à Bénédicte. On n'était pas encore sur ses gardes à cette heure-ci. Les pensées qu'on pouvait plus tard éviter ou écarter vous tombaient toutes dessus, telle une meute de chiens, quand vous veniez de vous réveiller et n'aviez pas encore pris votre petit déjeuner. L'effet froid et sans après de sa vie, à la lumière du matin, faisait toujours l'effet d'un coup de poing en pleine gueule. Sa sœur, la belle Allison, était morte d'un accident de moto il y a plus de 40 ans. Son père, le vieux Jem, était mort. La maison où ils avaient vécu, leur vieille rue, leur quartier, tout ça, mort également. La famille qu'il avait fondée avec Lily et les garçons, ça n'avait pas marché, c'était fini. Et par sa faute, il était retourné vivre avec sa mère dans Tower Street, la partie qui était autrefois le haut de Scarlett Wall Street, là-bas, derrière les grandes tours. Sa vie, selon lui, ne s'était pas vraiment déroulée comme il l'aurait souhaité. Et pourtant, la pensée que d'ici une 30aine d'années, tout serait fini, cette pensée-là lui faisait horreur. Du moins, quand il se réveillait. Tout lui faisait horreur quand il se réveillait. Alors après ce difficile réveil, nous allons passer à une description d'accouchement. Avec la femme dans le caniveau qui accouche et le père en haut d'un toit qui regarde, un peu comme dans la vraie vie. Au fond de lui, sous le blanc glacis de ses cheveux, se dressaient des églises bordels où s'engouffrait par une porte le vaste Atlantique, et par une autre une clinquante et sauvage parade de clowns et de tigres, de filles montées sur des chevaux avec de grands panaches de plumes, un déluge scintillant de sons et d'images, d'impressions au pastel, exécutées prestement par un caricaturiste fébrile, des vignettes de mélodrames d'une charge truculente qui se jouait derrière le rideau rose et pelucheux de ses paupières. Le monde entier, avec ses heures de marbre luisant, ses siècles de lichen et ses moments de bouffe-cul, chaque seconde explosant en permanence en un millier d'années d'incidents et de fanfares. Une incessante conflagration des sens au sein de laquelle se dressait Snowy Vernal, les yeux écarquillés et fixes, face au brillant cœur forain de son propre feu éternel. Dans le livre d'images abondamment consulté et tendrement réexaminé qu'était sa vie, le récit avait atteint une page, un instant, un épisode captivant qu'il se savait revivre. Quand les autres évoquaient de rares et troublantes impressions de déjà-vu, il faisait la moue, conscient de rater quelque chose, non parce qu'il était étranger à de telles sensations, mais parce que c'était la seule chose qu'il ait jamais connue. Enfant, il n'avait pas pleuré en s'écorchant le genou parce qu'il s'y attendait. Il n'avait pas pleuré le jour où son père Ernest était rentré chez lui du travail, les cheveux blancs. Bien que choquante, la scène faisait partie d'une série de récits entendus tellement de fois qu'ils avaient cessé de surprendre. Pour Snowy, l'existence était une galerie creusée à même une pierre précieuse, une balade excitante entre un fantôme parmi des dioramas connus et des tableaux familiers, avec à peine franchi le seuil, au loin, le scintillement des lampes signalant la sortie. L'épisode qu'il revivait présentement était la fameuse scène au cours de laquelle il se trouvait sur un toit dominant Lambeth Walk, par un radieux et bruyant matin de mars 1889, tandis que sa Louisa accouchait de leur premier enfant dans le caniveau. Ils étaient sortis se promener à St. James Park pour essayer de précipiter l'heureux événement, le bébé étant un peu en retard et sa femme en larmes et épuisée par la charge qu'elle avait portée si longtemps. Le stratagème n'avait que trop bien fonctionné. Louisa perdant les os, au bord du lac, en une soudaine giclée, les canards alentour s'arrangeant momentanément en un éventail flou de brun, de gris et de blanc qui monta en spirale pour former une sorte de toboggan ou de pagode, des perles de diamants figées tout autour en une constellation éphémère.
Ils avaient essayé de retourner dans East Street en descendant clopin-clopant Millbank, avant de traverser Lambeth Bridge, puis de prendre par Paradise Street, mais ils n'étaient pas allés plus loin que Lambeth Walk, les contractions survenant alors tous les 2 pas. Il était clair qu'ils n'iraient pas plus loin. Certes, c'était une évidence. L'accouchement, chaotique, à même les pavés du sud de Londres, était inévitable. Il était inscrit dans l'avenir. Rentrer sain et sauf à East Street ne figurait pas dans la légende déjà gravée. Mais escalader le mur le plus proche quand la tête du bébé apparut et laisser Louisa hurler au milieu de la grappe de badauds qui s'était formée, voilà en revanche un des nombreux moments forts de la saga, par ailleurs inéluctable. Snowy ne put s'empêcher de grimper à une échelle invisible faite de fissures et de minuscules saillies jusqu'au toit d'ardoise bleue, pas plus qu'il ne pouvait empêcher le soleil de se lever à l'est tous les matins. Il se tenait à califourchon sur le faîte, tel un atlas ciselé, les conduits de cheminée derrière lui, le gigantesque globe de verre du ciel lumineux et laiteux en équilibre sur ses épaules. Sa veste noire, au lustre terni, pendait, toute raide, même dans la brise de mars, empesée par les lourds boutons de porte en verre taillé qu'il avait dans chaque poche, emportés plus tôt ce matin-là en vue d'un travail de décoration, prévu le matin suivant. Dans la rue, en contrebas, les passants habillés sombrement s'amassaient en un cercle inquiet et bruyant autour de son épouse hurlante que des spasmes soudains secouaient par intermittence telles des mouches. Elle était vautrée là, à même la chaussée glacée, son visage écarlate renversé en arrière, à fixer d'un regard furieux et incrédule son mari qui la regardait également, 3 étages plus haut, aussi indifférent qu'un aigle dans son air. Maintenant, on va essayer d'entrer dans la vie d'une sorcière qui est devenue une espèce de dragon des rivières, qui s'appelle la sorcière Néné, du nom de la rivière où elle est. La forme imposante et trouble de la sorcière Néné avait flotté dans l'obscurité du lit de la rivière devant l'enfant noyé, son interminable et hideuse longueur traînant derrière elle dans la nuit sous-marine. Des fragments luisants de la revue de vie brisée de Marjorie étaient encore pris dans l'enchevêtrement suffocant des cheveux de la créature, tourbillonnant et s'enroulant autour d'eux. Une des mains de ptérodactyle de la sorcière était refermée sur la cheville de la petite noyée, là maintenant immobile pour l'examiner. Tout au fond des puits gluants qu'étaient ses orbites, Marjorie avait vu scintiller comme des limaces dans les yeux du monstre, et en eux gisait l'histoire indésirable et intolérable de la sirène, tous les détails terrifiants de son existence vieille de près de 2000 ans, s'insinuant en Marjorie comme des eaux usées s'écoulant dans une citerne rouillée. La sorcière. Elle descendait des Potamides, des Océanides, Nyx, Naïades, Ondines. Elle était tout cela, et s'était appelée un temps Enula, la dernière fois qu'elle avait eu un nom. S'était appelée elle, la dernière fois qu'elle avait eu un sexe. Cela remontait au IIe siècle, quand celle qu'on appelait la sorcière Néné avait été une déesse des rivières inférieures, vénérée par une bande de soldats romains en garnison sur le pont sud de la ville, dans un des nombreux forts fluviaux érigés entre ici et le Warwickshire, le long de la Néné. En ces lointains après-midi, des caillots de lumière, qui étaient des offrandes florales, dérivaient avec le courant. Des imprécations latines, mi-sincères, mi-gênées, étaient marmonnées. Enula ? S'agissait-il vraiment alors de son nom ou était-ce une approximation, un faux souvenir ? La créature l'ignorait et s'en souciait peu, ça n'avait pas d'importance. Enula faisait l'affaire. Elle avait commencé dans la vie en étant 3 fois rien, une simple interprétation poétique de la rivière dans l'esprit et les chants des premiers colons, un fin tissu d'idées, à peine conscientes de leur existence ténue. Progressivement, les chants et les récits qui l'avaient conduite au seuil de l'existence devinrent plus complexes, l'étoffant de nouvelles métaphores plus sophistiquées. La rivière était le flux de la vie elle-même, le passage du temps, constant et dans une seule direction, sa surface réfléchissante et tremblante pareille au miroir de notre mémoire. Elle avait acquis une substance fragile, au moins dans le monde des fables, des rêves et des fantômes qui étaient le plus proche de la sphère mortelle boueuse, et elle avait fini par acquérir une réalité spirituelle quand on lui avait donné un nom, Enula. Ou était-ce Nandra, Nénette ? Quelque chose comme ça, de toute façon. À l'époque, c'était un jeune et beau concept, et son apparence était celle d'une sirène inhabituellement longue, de 3 mètres à 3 mètres 50, de la proue à la poupe, au visage d'une fabuleuse confection.
Chaque œil, alors plus proche de la surface de sa tête, était un exquis lotus violet dont la myriade de pétales s'ouvrait et se fermait sur les fossettes de son sourire. Ses lèvres étaient 2 longues volutes de 30 cm en peau de poisson iridescente où s'ébattaient des nuances prismatiques de lavande et de turquoise, avec des tresses lustrées. Pardon. Avec des tresses lustrées d'un sombre vert bouteille qui dérivait autour des galets durs et lisses de ses seins et de son ventre. Ses sourcils et sa chevelure de sirène étaient doux comme du poil d'otarie, et son extraordinaire queue se terminait par un aileron comme une immense peigne ornée, aussi long qu'un arc. Ses écailles brillantes et ses 8 ongles ovales étaient faits en miroir, où des bandes noires d'ombre ondoyaient comme des reflets d'arbres. Elle avait même eu un amoureux, il y a de ça plusieurs siècles. Il s'appelait Grégorius, un soldat romain en service au fort fluvial, loin de sa femme et de ses enfants qui vivaient dans la chaleur de Milan. Ses offrandes florales à l'esprit des eaux avaient été les plus fréquentes et les plus abondantes, et tous les matins, il s'était baigné nu dans son courant glacé, ses couilles et son pénis ratatinés aux dimensions d'une noix. Elle se rappelait confusément l'odeur distincte de sa sueur, la façon dont il se passait de l'eau sur la tête pour laver ses cheveux noirs et courts. Les gouttelettes opalines de l'ondine couraient sur le dos et les fesses du soldat. Un jour, au cours de ses ablutions dans la rivière, il s'était masturbé brièvement et avait lâché sa semence dans le torrent écumant à ses genoux. Le sperme glacé emporté vers le lointain océan. Éperdue d'amour, elle avait suivi cette offrande ô combien précieuse, presque jusqu'à la Wash, avant de renoncer et de rentrer chez elle, s'interrogeant à ce faisant sur la férocité de l'obsession qui s'était emparée d'elle. Puis, par un lugubre matin, le jeune homme était parti, tout comme son régiment. Le fort fluvial abandonné devint un terrain de jeu en ruine pour les enfants du coin, et au bout de quelques années, il avait été pillé et démonté au point de ne plus servir à rien. Elle avait attendu, se tortillant de frustration dans la vase et les alluvions, mais elle n'avait jamais revu Grégorius, ni quiconque de son genre. Il n'y avait plus de fleurs, seule la terre nocturne jetée sur son sein par les Bretons chevelus et débraillés quand il se levait chaque matin. Elle n'était même plus considérée comme une demi-déesse, et en conséquence, dans sa froide obscurité pleine de ressentiment, elle avait commencé à changer. Elle s'était sentie si seule, et cette solitude l'avait altérée centimètre par centimètre, la changeant de jolie nénette, Nendra ou Enula, en sorcière nénée, en la chose longue de plus d'1 kilomètre qu'elle était aujourd'hui. Son isolement avait fait d'elle un monstre, avait précipité tous ses actes désespérés. Toutes les âmes noyées qu'elle avait réclamées, elle les avait emportées pour lui tenir compagnie. Elle s'était retenue, avait contrôlé ses envies pendant plusieurs siècles, avant de céder et d'attraper un fantôme qui se débattait pour fuir son corps englouti. Elle s'était rendue compte qu'une fois franchie cette étape, elle ne pouvait faire marche arrière. C'était là un crime spirituel et honteux qu'elle ne pouvait effacer. C'est pourquoi elle avait repoussé le moment si longtemps, pourquoi elle avait hésité jusqu'à ce que l'idée d'une vie éternelle et sans amour devienne définitivement intolérable. Ce point avait été atteint une nuit d'été au IXe siècle, il y a presque 1000 ans. L'homme s'appelait Edward, c'était un solide fermier d'une 40aine d'années qui avait trébuché et était tombé dans la rivière alors qu'il se rendait chez lui en traversant les champs obscurs, la panse remplie de bière. Edward avait été le premier. Ce n'était pas des choses agréables de son point de vue. Pas plus la capture d'Edward que leur relation juste après. Elle n'avait jamais vraiment pris la peine de se pencher sur les sentiments du noyé concernant la situation. Au cours des années qu'ils avaient passées ensemble, Edward avait paru végéter dans un état de choc permanent. Depuis l'instant où elle avait refermé son énorme main palmée sur son corps spectral, en proie à la panique et à la confusion. Dans ses yeux écarquillés, elle avait aperçu pour la première fois son vrai visage, l'image qu'elle offrait aux humains. Même si par chance elle parvenait à se trouver un nouveau Grégorius, elle ne pourrait empêcher celui-ci de hurler en voyant ce qu'elle était devenue. Edward, bien sûr, avait hurlé au début, de longs bruits spectraux et bouillonnants situés entre son et lumière. Finalement, il s'était tu de lui-même et s'était retiré dans l'état de transe glacée qu'il avait conservé tout le temps qu'avait duré leur idylle. Il devint une sorte de jouet paralysé et stupéfié, flottant, inerte, tandis que Nendra, ou Enula, le remuait de ci de là entre ses doigts de crabe ou tentait de communiquer avec lui. Incapable de lui arracher une réaction autre qu'un gémissement, un tressautement ou une convulsion, la sorcière nénée avait fini par établir une conversation univoque
qui devait durer sans interruption pendant les 5 décennies qu'il passa avec elle. Elle se déchargea de ses nombreuses épreuves et déceptions plusieurs fois, et lui raconta même le jour où elle avait poursuivi le sperme coagulé de Grégorius jusqu'aux ultimes eaux douces de son territoire. Il ne paraissait ni entendre ni comprendre ses propos, et elle aurait pu croire qu'elle n'avait aucun effet sur lui, hormis celui d'entraîner la désintégration continue de sa personnalité, qui se dépouillait de ses peaux de conscience dans un effort pour échapper à l'implacable horreur de sa situation. Finalement, quand Edward n'eut pas plus de mois qu'un bout de bois flottant, Néné le laissa partir. Épave fantôme, usé, exsangue, privé de toute vitalité, il avait dérivé en tournoyant vers l'est, vers la mer, toujours silencieux, toujours hébété. Elle était partie alors en quête d'un autre. Alors maintenant, nous allons aller directement dans un asile psychiatrique pour retrouver Lucia Joyce, la fille de James Joyce, qui a passé à peu près 25 ans dans cet asile. Malheureusement, la fille de Joyce a été un petit peu traumatisée par sa fréquentation avec l'œuvre de son père et de Finnegan's Wake, et donc tout le chapitre est écrit un peu dans l'esprit de Finnegan's Wake. Donc ne croyez pas que j'ai tout d'un coup un problème de mâchoire ou de langue. Réveillée, Lucia s'allave aux primées raisons du sel-œil. Salon la vie des mets de chien et gratte malade, elle a aide toute évidence à un histoire, mais faut-il la résoudre, du monument qu'elle avalanche ses merdocs à heurte frix. Son réveil de jouir est comme une résurrection, une babyle balbutiante qui s'ébruite dans les plis du sonne, clapitant et agiteux pour s'alouvrir à l'horreur. Réclusée, l'ancêtre enceinte, elle s'extirpe enfin à la vasisante de son immonde, s'en déverse d'un douloir à l'autre, puis trouverse le Jourdain jusqu'au révectoire, ou prendre une mordeste collusion. Elle preste ses paumes, cancre ses oreilles, pour arrater les idiotes lamonstrations et pitueuses suppliciations de ce vaspe enfoui théâtre. Et tandis que, pestampant ses colibètes, elle fuit ce repère de destruction et entrame son pâle grimage cantidieux vers la Rudemption ou la Sainte-Mère, vers l'Espare, la nuit transfurieuse. Versant l'œuf confui dans sa tête brouillée, elle songe une fois des plus à son possé. Conceptionnée à triste, au siocle et l'an plus 7, naquitée dans les bris marinés d'un mande ordineux, elle s'est vit refuseler le sacro-saint maternel. Pas la méandre gouttelette de Nora pour elle, ni non. La souce a été tarite par Georges, qui passa sa vita à nichonner d'un pis-aller à l'autre. Il l'avait môme détroussi dans le cueur d'une horreur, étant la brumelle de ses yeux, et il le caïnait sans cesse, sœur de Osabelle découplée de sa fille. Lui, 14 ans, et Lucia, ni plus ni dix. Ils s'ombilichaient sous les draps, laquetés et translucients au gré des meublés se sourcédant. Le pipa partit quelque port pour écrister, et la mama atterrée, insouciante, son pot des ombres en pire menace sur la tabule, listant des nimbes de ronds de perles sur le vernier. Le dragon de Giorgio s'en dressait à elle, s'extripant des bruissons tout fumeux en la ménélassant de sa crétette, pendant que mouvements, sourifiés, battements, racises, laissant le gramin se lévrier à ses petites aventourbes, un siphon fanfan le temps fend. Non qu'elle n'eût pas accouillu ses affrances, empenée d'amor, quand elle croyait encore qu'il l'aimait, au temps béni et pas paradisiaque où elle s'épanouissait en molinette dans sa folle jeunesse. Arcise dans le séjouir, elle rongissait son frein, en se démordant s'il était vériniquement son frère. N'y avait-il pas, zut cloque adulte air, une écartade hors leur pater à l'heure en l'an de dire? Il y avait en comté Cosgrop l'invincible, qui lui avait accordonné la main des labernacles en 1904, l'année de la preste conceptration de Gros Goulu. Quoique, est-ce l'art, mon rat jeton, s'était égrillé son poter au noir carreau dans sa glande misère, ce à coït, l'anoraxique, n'avait rien pondu. La paternité était restée intranchée.
Volage qui expliquait peut-être pas mal de choses entre Nornou et son grigot. La farçon dont tout Dieu s'étrendait, extra-durement poche à son goulot, tel Dreladron en ciboire. Elle se rappelait vaguement sa mère sursautant la bistoucrade du grognement en sa blouche les jouir de glandes froidures, ou du moellin carrier sans replay. Comme expliquait Simon la fête, qu'ils aient autant incesté pour qu'on l'enferme dans des insanatoriums, car Lucie fait rien de bien était le fort frais caché de son papa, ce dernier rencarné en toute clause, avec sa faconde de n'en faire qu'à sa tête, allure que Gigi Gordo n'est éparse de la mène étoffe. Jim Royce avait décidé d'aller caisson priménier perpétrer la dinetterie, quand bien même il viandait d'un austrolite. Cantate sa fille adore, sa partie de chérie, qu'on l'enformole à l'hôte spectral, le puits proche, soit à Pranginstin ou mieux encore à l'asile de Saint-Andrews. Dans le lit voisinzin, l'ami de Lucia, lascive honnête Patricia, est en transe de boire une tasseau d'été, et seule demande bien ce que la fille du flamieux écrivain va encore fablifier aujourd'hui. Ma foi, je comptais me balarder dans le parc, il fait si beau et il y a des fleurs partout, ça me gaine pas d'être toute seule et t'as d'autres champs à fouetter. Ne t'inquiète pas pour moi, Pat, je ne serrerai pas honte longtemps. Ayant rassuré son armie de la sotte, Lucia tampote ses lavres, avoque une sermiette en paupier et s'excluse avant de s'explonger pestement dans un couleuvroir récemment désinfesté vers les portes de verre tout obus, puis d'un pas léger s'avance dans la lumière. De bord, elle s'effigie et admire le paysage, avec en haut la croupole cérébruléenne du firmament et, tout loin, le rire d'eau cramoisi de l'oraison. Autour d'elle, les partures de flore, outre l'heure à pétales et ricelles de miel coulure. Même si elle n'y a rien d'idylliaque, elle adore cet endroit. Elle aime les mers de Saint aux bielles manières, et vers Carter, elle va souvent devant les grilles, regarder les écoliers chaluteurs, sortir du bas-hutte adjacent à son instinctution psychiatriste. Jeune et joli, ils dévalanchent la bulling raide derrière les grilles d'enfer en s'agrippant leurs casquettes et en s'écrasant les noix, en hurlant de rive, sans voir qu'elle les épiste depuis le fouillage avec curiosité et nostalgie. Je pourrais continuer pendant des heures. Excusez-moi. Un petit final pour se remettre. Cette fois-ci, c'est le livre qui parle lui-même, qui va conclure pour nous. Je sais que je suis un texte. Je sais que vous me lisez. C'est la plus grande différence entre nous. Vous ne savez pas que vous êtes un texte. Vous ne savez pas que vous vous lisez. Ce que vous pensez être la vie autodéterminée que vous vivez est en fait un livre déjà écrit dans lequel vous vous êtes absorbé, et pas pour la première fois. Quand la lecture présente sera finie, quand la couvercle sera enfin refermée sur le livre cercueil, alors vous oublierez immédiatement que vous avez déjà vécu tout ça et vous recommencerez. Vous prendrez le livre, peut-être attiré par le portrait frappant et héroïque de vous-même qui se trouve reproduit sur la jaquette. Vous pataugez une fois de plus dans la glossolalie du début du roman et cette étonnante scène de naissance, tout à la première personne, décrite de façon brumeuse dans une confusion de goûts, d'odeurs nouvelles et de lumières terrifiantes. Vous vous attardez, ravi, lors des passages sur l'enfance et savourez tous les nouveaux personnages puissamment décrits à mesure qu'ils apparaissent. La mère et le père, les amis et les proches et les ennemis, chacun avec ses excentricités mémorables, son allure singulière. Aussi captivants soient ces exploits de jeunesse, vous vous apercevez que vous ne faites que survoler les derniers épisodes, en proie à l'ennui. Vous feuilletez les pages de vos journées, sautez des passages, impatient d'arriver au contenu adulte et pornographique, qui, vous l'espérez, vous attend au chapitre suivant. Quand vous comprenez que tout n'est pas rose, ni aussi riche que vous l'aviez supposé, vous vous sentez légèrement dupé, et vous fustigez l'auteur pendant un moment. Mais entre-temps, les thèmes principaux de l'histoire s'élèvent autour de vous dans le récit. Folie, amour, deuil, destin, rédemption. Vous commencez à comprendre la véritable échelle de l'œuvre, sa profondeur et son ambition, les qualités qui vous ont échappé jusqu'ici. L'inquiétude vous gagne, le sentiment que le récit n'appartient pas au genre auquel vous aviez pensé au début, celui de l'aventure picaresque ou de la comédie sexuelle.
Plus inquiétant, le récit outrepasse les limites rassurantes du genre pour s'aventurer dans le territoire perturbant de l'avant-garde. Pour la première fois, vous vous demandez si vous n'avez pas eu les yeux plus gros que le ventre. Vous êtes embarqué par inadvertance dans quelques magnum opus colossal, alors que vous vouliez juste vous contenter d'une lecture de plage achetée à l'aéroport. Vous commencez à douter de vos qualités de lecteur, de votre capacité à suivre cette fable mortelle jusqu'à sa conclusion, sans que votre attention se disperse. Et même, si vous la finissez, vous doutez d'être assez malin pour comprendre le message de cette saga, si tant est qu'il y ait un message. Vous soupçonnez que ça vous passe au-dessus. Et pourtant, que faire sinon continuer de vivre, continuer de tourner les pages de ce livre éphéméride, pressé par cette phrase en 4e de couverture qui annonce « Si vous ne devez lire qu'un seul livre dans votre vie, alors que ce soit celui-ci ». Ce n'est que lorsque vous avez dépassé la moitié du volume et en êtes presque aux 2/3 que les premières intrigues apparemment annexes commencent à prendre sens à vos yeux. Les sens et les métaphores se mettent à résonner, les paradoxes et les motifs se révèlent. Vous n'êtes toujours pas sûr d'avoir déjà lu tout ça. Certains éléments vous semblent terriblement familiers et vous avez de temps en temps des prémonitions quant au dénouement de certaines intrigues secondaires. Une image ou une réplique vous donneront parfois une impression de déjà-vu, mais globalement, l'expérience semble inédite. Il importe peu que ce soit votre 2e ou 100e lecture. Elle vous semble nouvelle et que ce soit contre votre gré ou non, vous semblez l'apprécier. Vous ne voulez pas qu'elle s'achève. Mais quand elle s'achève, quand la couvercle de cercueil se referme finalement, vous oubliez aussitôt que vous avez déjà tout lu et vous reprenez l'ouvrage, peut-être attiré par l'image frappante et héroïque reproduite sur la jaquette, vous. On reconnaît un bon livre, dit-on, au fait qu'on puisse le lire plus d'une fois et y trouver encore du nouveau à chaque fois. Voilà. Merci. Bonsoir. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Merci Clara pour cette lecture. Comme on a 3/4 d'heure à peu près, on va se centrer sur l'essentiel et on va parler de traduction, puisque Clara n'est pas à l'Amour, vous aurez pu remarquer qu'il y a une petite différence, capillaire au moins, et sans offense. Mais donc on va pas vraiment parler nécessairement du fond et poser des questions sur le fond à Claro, parce que c'est le fond du livre, parce qu'il n'en est pas proprement l'auteur. Mais par contre, on va vraiment parler du travail de traduction qui est ici assez fondamental. Peut-être juste pour situer, est-ce que vous pouvez me dire dans le public qui a lu le livre et qui ne l'a pas lu, ou qui l'a commencé et pas fini, juste qui l'a lu? Ok, d'accord. Alors, et les autres, vous savez de quoi ça parle ou pas du tout? Non, pas du tout. On va peut-être juste alors peut-être commencer simplement par situer de quoi il s'agit. Est-ce que tu pourrais, en quelques phrases courtes, faire un petit résumé du livre, enfin un pitch en tout cas? Alors, la première fois, j'ai essayé de le résumer, donc j'ai prévenu, je vais essayer d'être bref, etc. Et en fait, ça avait duré 25 minutes, et c'était absolument incompréhensible. Donc je suis pas sûr qu'on puisse le résumer. L'histoire est pas extraordinaire à pitcher comme ça, mais elle ne rendrait pas compte du livre. On peut juste dire que là, ça commence mal. Hein. Quand on est comme ça commence très mal. Simplement, c'est un type qui a eu une espèce de near-death experiment. Voilà, vous savez, quand on frôle la mort, etc. Il a eu des visions. Il en parle à sa sœur. Sa sœur lui dit non, mais c'est pas grave. J'allais artiste peintre. Je vais faire des peintures pour essayer d'exorciser tout ça. Et lui, il va se rappeler de plus en plus cette expérience qu'il a eue de near-death experiment, et il a l'impression qu'il est monté dans un niveau supérieur, pas vraiment au paradis, c'est comme si tout le monde réel était dédoublé. Et là, il rencontre des tas de personnages, donc c'était quand il était enfant, et il se passe des tas de choses dans ce monde, et après on reviendra à la réalité, et entre-temps, Alan Moore aura brouillé
rabrouiller un petit peu les différents plans, les différents personnages. Ce qui fait qu'en fait, de chaque fois que j'essaie de le raconter, c'est une catastrophe absolue. Mais voilà. Non, ce qu'il faut plutôt retenir, c'est que c'est un livre où Alan Moore a décidé de ne pas s'ennuyer et d'empêcher le lecteur de s'ennuyer et passe son temps à changer de personnage et à changer de style d'écriture, de forme et de structure dans ses romans. Ce qui fait que au niveau de la traduction, c'est même si c'est un gros livre pour un traducteur, c'est absolument enthousiasmant parce que voilà, même si ça fait 3 500 000 signes, quand on traduit, on n'est pas dans un tunnel et à chaque chapitre, Alan Moore fait des choses complètement surprenantes. Il y a des chapitres sous forme de pièces un peu de théâtre. Il y en a un, donc on voit, c'est Lucia Joyce, avec une écriture réinventée. Alors, oralement, des fois, c'est clair. Des fois c'est confus. Quand on le lit à l'œil, des fois, on voit plus de choses, mais on en comprend moins. Enfin bon, c'est un de mes chapitres préférés, mais bon. Il y a des chapitres qui sont purement narratifs, qui sont presque dans le style de Dickens. Il essaye des tas de choses en permanence, mais sans jamais perdre non plus le lecteur, parce qu'il y a, je sais pas, une quinzaine de personnages récurrents et ils sont extrêmement bien caractérisés, et donc on les suit à toutes les strates de leur vie ou de leur mort. Et il y a beaucoup de particularités dans ce roman, qui n'est pas un roman du tout classique ni comme les autres dans la littérature anglaise, mais dans la littérature anglaise contemporaine et dans la littérature mondiale contemporaine. Mais une particularité en plus, c'est que, et là ça touche le traducteur, c'est qu'habituellement, j'imagine, quand tu traduis un livre, et tu en traduis beaucoup, tu as le livre entier au début, le livre est paru, dans sa langue originale, et tu commences la traduction avec le livre entièrement en main. Ici, je pense que tu as commencé la traduction alors que le livre n'était pas paru en anglais, dans sa langue originale, voire n'était même pas terminé. Donc, est-ce que tu peux peut-être raconter comment tu en es venu à traduire ce livre, et surtout comment tu l'as découvert, comment tu es rentré dans ce que tu en savais avant même de commencer la traduction? Alors Alan Moore, peut-être il y a des gens qui sont familiers de son travail, donc c'est plutôt quelqu'un qui fait des bandes dessinées, enfin qui écrit les scénarios de bandes dessinées. Il a un peu révolutionné ce monde-là, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, en reprenant tous les grands héros. Et voilà, donc on le percevait plutôt comme un scénariste de bande dessinée, et il avait sorti il y a quelques années un court roman qui était passé un peu inaperçu, et qui se passait à Northampton, qui est donc une ville qui est à peu près 80 km au nord de Londres, où habite Alan Moore depuis qu'il est né, et je pense que ça va être jusqu'à sa mort, parce que c'est une ville qu'il n'a jamais quittée. Il explique qu'il l'a quittée une seule fois dans sa vie, Northampton, et qu'il y a eu une tornade qui a dévasté la ville, donc il a compris qu'il valait mieux qu'il reste à Northampton. Il a voulu un petit peu revenir sur cette ville et écrire un roman un peu dans cette tradition littéraire qui est qu'un roman épouse la forme d'un livre, ou qu'un livre épouse la forme d'une ville, un peu comme Dublin a fait pour Berlin Alexanderplatz, ou Joyce pour Dublin. Il a essayé de faire ça pour Northampton. Voilà. Et donc on a appris qu'il avait ce livre en cours, que ça allait prendre un certain temps, qu'il n'avait pas du tout l'intention de rester à 200 pages. Et un jour, Jérôme Schmidt, qui est l'éditeur d'édition Inculte, a donc appris que apparemment Alan Moore était arrivé au bout de ce livre, que ça allait être un très très gros livre. Donc il s'est immédiatement positionné sur les rangs et a demandé à acquérir les droits du livre, ce qui a été assez facile parce que Audition Inculte avait déjà publié un autre auteur qui s'appelle Ian Sinclair, qui est à la fois un ami de Alan Moore et un auteur qu'admire énormément Alan Moore, donc il était plutôt rassuré et encouragé à l'idée de venir chez un éditeur pourtant petit, même s'il y avait d'autres éditeurs plus gros qui lui avaient fait des signes, mais bon, c'est un type un peu spécial, une espèce d'anarchiste misanthrope généreux, Alan Moore, et il s'est dit je vais aller chez Inculte. Voilà. Alors à partir de là, Jérôme Schmidt s'est dit faut quand même trouver quelqu'un pour traduire ce livre-là. Et moi, en fait, je venais de finir deux énormes traductions de 1000 pages et quelques depuis plusieurs années.
Donc j'en avais un peu marre des gros livres. Et donc un jour, Jérôme m'a dit bon, ben on a un livre d'un certain Alan Moore, je sais pas si tu connais. Est-ce que ça t'intéresse? Alors j'ai dit bah ouais, je serais ravi de traduire Position inculte, mais à une seule condition, c'est que ça soit pas un gros livre. J'ai senti qu'il y avait un petit blanc. Et il me dit non, ça va. Il me dit ça fait tant de mots, parce qu'il savait très bien que moi, quand on me parle en mots et pas en signes, ça me dit rien, on se rend pas compte. Et en fait, on avait reçu le manuscrit par chapitre Word. Et donc il a commencé à m'envoyer le chapitre 1, chapitre 2. Bon, c'est vrai que je voyais quand même chaque chapitre avait l'air de faire 140 000 signes. C'était écrit un petit peu encore 0,2 avec 800 lignes par page. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même commencer à lire. Je me suis pas rendu compte de l'ampleur de la chose. Et puis j'ai commencé à lire premier chapitre. Après, j'ai ouvert le deuxième. J'ai commencé à ouvrir le troisième. Alors, et puis les chapitres arrivaient régulièrement comme ça. Il y en a eu 35. Mais entre-temps, je m'étais emballé bêtement. Et j'avais dit, ah bah oui, c'était évident que j'ai envie de faire ça parce que ça a l'air extraordinaire. Et voilà, donc c'est un peu comme ça, on s'est lancé dans cette aventure un peu folle, en se fixant quand même, comme tout éditeur, des délais. Il y avait, je sais pas, on avait 1 an et demi à peu près pour la traduction, sachant que voilà, il faut quand même la relire après. Et puis, quand vous faites une grosse traduction comme ça, il faut qu'il y ait un suivi régulier, c'est-à-dire que je faisais quelques chapitres, je leur envoyais, ils le lisaient, ils faisaient des remarques, ils me les renvoyaient. J'intégrais, je tenais compte de leur correction, ce qui était pas plus mal, parce que si j'avais dû faire la traduction en entier comme un premier jet et retravailler après dessus, enfin il y a quelque chose d'un peu vertigineux. Alors que là, on arrivait à progresser comme ça et à avancer. Alors évidemment, je m'étais gardé. Je pensais que j'étais super malin, je me suis dit je vais me garder le chapitre 23 qui est écrit dans une langue bizarre pour la fin, parce que sinon ça va un peu me bloquer au milieu. Et donc en fait c'est génial, vous pensez que vous avez fini, vous êtes un peu fatigué, et en fait vous avez gardé le plus dur pour la fin. Mais bon, voilà. Quand on lit Jérusalem, on a un peu l'impression que c'est une étape de montagne du Tour de France, quoi. C'est-à-dire que traduire ça doit être, tu commences, il y a un premier col, c'est déjà bien crevant, et puis il y en a un deuxième col après, et puis il y en a encore 20 après, et puis il y a quelques sommets, et puis il y a des méchantes côtes. Donc, on reviendra un petit peu plus tard sur les moments de bravoure particuliers qu'il y a dans... Enfin, la traduction complète est un énorme moment de bravoure, mais il y a au sein des moments de bravoure, il y a de la traduction elle-même, il y a des moments particulièrement forts et qu'on imagine très très difficiles. On reparlera notamment du chapitre autour de Lucia Joyce. Mais on se rend compte aussi que c'est pas traduire un petit récit avec un début, un milieu, une fin, gentil, une intrigue cousue de fil blanc. Ici, voilà, il y a un travail de référence, il y a des références à la littérature anglaise, à des auteurs, à des contextes particuliers, à des contextes historiques, à des personnages particuliers qui sont pas toujours nommés et identifiables tout de suite. Donc il faut capter la référence. Il y a des phrases qui font référence à des phrases de la littérature anglaise qui sont pas non plus identifiées comme telles, donc il faut les choper. Donc dans quelle mesure est-ce que ici, quand tu fais une traduction comme ça, c'est bien plus qu'une traduction, c'est un travail d'exégèse que tu dois faire. Comment est-ce que tu t'y prends quand en plus tu découvres les chapitres petit à petit, sans avoir une vue globale de l'ensemble et sans savoir exactement où t'emmène l'auteur? Alors, c'est évidemment pas le seul livre, la seule traduction qui pose ce genre de problème. Mais voilà, il y a des livres comme ça où on s'aperçoit que ils sont un petit peu plus grands à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc en fait, il faut commencer il faut pas juste avancer dans la traduction, il faut un peu déblayer, il faut essayer de cibler, d'anticiper presque les problèmes. Alors déjà, ça se passait à Northampton, en Angleterre. Quasiment, pratiquement tout le livre se passe à Northampton, donc il y a des rues, donc il fallait se familiariser un petit peu avec la ville, c'est-à-dire trouver des plans de la ville, mais aussi des plans anciens, puisque ça se passe sur plusieurs époques. Alors il y a une possibilité, ça aurait été de questionner Alan Moore, mais en fait il a été tout de suite très clair qu'il était super content que je le traduise, mais enfin lui personnellement il avait fini son job, il avait plus envie de mettre le nez dedans. En plus il avait pas de mail, donc c'était un peu compliqué. Si je voulais lui poser des questions, il fallait que je les imprime sur un papier et que je donne à un de ses amis qui venait déjeuner avec lui des fois le jeudi.
Donc j'ai compris qu'en fait il voulait pas spécialement m'aider, donc voilà, il y avait d'autres recherches à faire. Mais toutes les allusions qu'on trouve dans le livre, enfin pour un traducteur, elles sont pas claires, mais elles sont bien préparées, donc on sent qu'il y a un contexte. Donc il fallait également se renseigner un petit peu sur l'histoire de l'Angleterre, sur différents personnages réels qui sont cités, mais ça c'est plutôt le travail qui est excitant. Alors après, des fois, il y a un peu des choses comme des citations cachées, mais en fait, il a un corpus très très clair, Alan Moore, qui est, on va dire, essentiellement poétique, en référence à des poètes anglais ou à John Clare, entre autres, mais aussi il y a beaucoup d'allusions à William Blake. Et en fait, on s'aperçoit quand on traduit un livre, ce qui est intéressant, c'est de s'entourer de... Enfin, moi, j'aime bien faire ça, c'est à la fois écouter des musiques qui me semblent aller avec. Ça peut être les Cris de Londres d'Holland, ou ça peut être regarder effectivement des peintures de Blake, lire des poèmes de John Clare, voilà, s'entourer d'une iconographie, de choses comme ça, pour arriver à sentir un peu, parce que je pense que ça se sentait surtout dans le premier extrait. Il est en train de décrire un peintre, restaurateur de fresques, qui peint une fresque, et la fresque est en train de s'animer. On a l'impression qu'elle devient en 3D, qu'elle bouge vraiment. Donc il a vraiment un côté visionnaire. Donc ça, il faut vraiment respecter toutes ces couleurs. Alan Moore est aussi quelqu'un, les gens qui l'ont vu à l'œuvre dans les bandes dessinées ont pu voir que c'était une espèce de fou de la structure. Il fait des fois des plans qui font 90 pages pour une bande dessinée de 20 pages. Donc tout est très très bien construit. Donc quand on lit le livre, moi je prenais des notes régulièrement et je m'apercevais que tout résonnait, que voilà, tout revient deux fois. Il y a une cohérence extrême. Est-ce que c'est... Alors on va venir un peu dans le dur de certains chapitres, mais est-ce que c'est quelque chose que tu peux, quand tu commences à traduire, tu fais que ça, ici tu n'as fait que ça, ou bien est-ce que tu as dû prendre des respirations, traduire autre chose, écrire des choses pour toi? Est-ce qu'une fois que tu es dedans, c'est un univers qui est tellement construit et dense que tu dois y aller à fond complètement? C'était compliqué parce que c'est vrai qu'au niveau du travail à faire, c'était assez prenant, mais j'ai quand même réussi à faire une ou deux traductions plus légères en parallèle, et aussi à travailler sur un projet d'un livre en cours. Parce que déjà parce que voilà, j'ai envie d'avancer sur d'autres choses, mais parce que ça permet effectivement de s'aérer et de jamais avoir cette impression d'être prisonnier du livre en cours. En plus, il y a une autre raison qui est intéressante, c'est quand vous êtes dans une grosse traduction comme ça, parfois vous risquez de ressentir de la lassitude ou de l'ennui, pourquoi pas, ou de bloquer sur des tas de problèmes parce que vous avez la tête dans le guidon. Et le fait d'essayer une autre traduction d'un autre auteur qui a un style complètement différent, du coup ça va vous faire comme une gymnastique où tout d'un coup votre langue fait des mouvements, hein, comme un corps, elle fait des mouvements qu'elle n'avait pas l'habitude de faire, donc ça dérouille, et quand vous revenez sur l'autre traduction, du coup il y a plein de problèmes qui ont disparu ou qui se résolvent beaucoup plus clairement parce que voilà, vous avez pu un peu essayer d'autres styles et pas, parce que c'est toujours le problème faut pas entrer dans quelque chose de trop mécanique quand on traduit. Il faut que ça reste quand même très très organique. Non, si tu veux décrocher, si tu peux. Peut-être ta femme qui voudrait que tu rentres ou non. Voilà, ça m'a bloqué. Voilà, c'est fou ça. Oui, je voudrais qu'on parle un petit peu du travail d'adaptation, parce que évidemment, à partir du moment où c'est un auteur qui va tenter à la fois des styles différents, il y a des chapitres qui sont écrits dans des styles différents, qui ont des constructions complètement variées à chaque fois, des ambiances complètement différentes. Il y a des choses qui sont de la traduction, d'accord, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'adaptation. Il y a plusieurs chapitres. Il y a un chapitre qui est plutôt entièrement écrit en vers, que tu as dû complètement adapter. Est-ce que tu peux expliquer, par exemple, ce chapitre-là? Donc c'est un chapitre qui est écrit, je pense, tu l'as traduit en alexandrin, mais par contre, ce ne sont pas des alexandrins. Comment est-ce que tu fais ce genre de choix d'adaptation? Il y a plusieurs adaptations comme ça. Il y a un vers de Shakespeare que tu dois transformer parce qu'il n'a pas de sens tel quel en français, donc il faut que tu l'adaptes.
et le référence dans l'imaginaire poétique du lecteur francophone. Voilà. C'est quelques choix que tu dois faire en termes d'adaptation. Bah en fait, chaque fois, c'est une question de perspective. Donc, par exemple, il y avait un chapitre qui commence en jouant sur un vers de Shakespeare. Alors, ce vers, je vais essayer de le citer sans trop me tromper, mais en gros, c'est Full 5 fathom thy father lies, un vers magnifique qui est extrait de La Tempête, qui veut dire en gros par 5 brasses de fond gît ton père. Enfin, on voit bien que le vers est quand même à une sonorité assez incroyable, et c'est un vers qui est très connu parce qu'il a été également mis en musique. Donc, c'est un vers qui qui peut parler aux Anglais. En tout cas, voilà, un peu comme peut-être un vers d'une fable de La Fontaine peut parler à un Français, c'est-à-dire que même si sans être archi-littéraire, il y a des chances qu'il l'a entendu, il y a des chances qu'il le reconnaisse, il y a des chances qu'il puisse identifier que c'est Shakespeare. Mais ça, c'est tout le problème de la traduction, c'est que là, vous êtes confronté à un problème de compétence du lecteur. Donc, est-ce que finalement, je sais pas, un lecteur d'Alan Moore non seulement a repéré ce vers de Shakespeare, mais ce vers est complètement déformé dans le, je sais plus comment Alan Moore le déforme, on le reconnaît, mais donc il le trivialise, enfin il fait des choses. Donc moi je me dis, bon, de toute façon je veux pas garder le vers, l'équivalent du vers français par 5 brasses de fond, gît ton père, parce que ça ne dit rien. Donc j'essaye de trouver un équivalent qui peut peut-être parler à une oreille française, mais j'aurais jamais de certitude que ça parle, mais je me dis qu'il y a forcément des oreilles. Donc j'avais pris, c'est l'extrait que j'ai lu où Bénédicte Périte se réveille, donc il est complètement dans la vase, au fond de la mer de son rêve et de ses draps comme ça. Donc du coup j'ai pris un vers de Baudelaire. Homme libre, toujours tu chériras la mer, et c'est devenu homme ivre, toujours tu chériras ton verre. Alors après, est-ce que les gens l'entendent ou pas, mais moi, mon positionnement, c'est pas de me dire est-ce que c'est forcément reconnaissable, parce que je travaille de la littérature, donc c'est pas fait pour être immédiatement reconnaissable. C'est pas non plus un jeu crypté pour repérer les élites qui ont lu ou pas. C'est inscrit dans le livre, donc il faut que ça y soit aussi dans la traduction. On trouve une solution, ça marchera ou pas. Mais c'est toujours cette idée, j'en parlais à un débat qu'on a fait aujourd'hui sur la traduction, une phrase que disait Henri Méchonic à propos de la traduction. Il disait, pour le traducteur, il faut pas dire ce que le texte dit, mais il faut faire ce que le texte fait. Et moi, quand je traduis, je m'en fous de ce qui est dit. Globalement, j'essaie de voir ce qui est fait exactement, à quelle vitesse, à quelle lenteur, avec quelle couleur, avec quelle marge d'opacité. Et s'il y a une marge d'opacité, j'essaie de garder la marge d'opacité. C'est pas fait pour éclaircir plus, des choses comme ça. Après, quand il y a des vers, voilà, souvent, moi, je pense que je prends l'alexandrin parce que dans ma traduction, ça va me donner un peu plus de marge pour rendre tout ce qui est là. Et puis c'est l'alexandrin qui est, on en parlait aussi d'ailleurs au débat, qui est le vers le plus aisé pour le narratif, puisque c'était quand même un chapitre qui était narratif. Bon, après, il y a un travail sur les rimes, sur les sonorités, sur le style un peu de poème que Moore essayait de faire, où il fait quelque chose de poético, obscène, trivial, enfin assez intéressant. Mais chaque fois, voilà, c'est repérer quelle forme a été prise, est-ce qu'elle a été déformée, justement, arrangée, et essayer de faire recommencer le texte. Est-ce qu'il peut recommencer en français à sa façon? Donc il y a des allusions, il y a plein d'allusions qui... je me rappelle d'une allusion à un tableau de je ne sais plus qui, évidemment, qui est l'enfant aux bulles. Bon. Après, quand j'ai vu le tableau, j'ai vu qu'il était assez connu. Mais très vite, on comprend que voilà, les allusions dans un livre, elles sont là, je veux dire, comme des nerfs ou des veines. Hein. Donc, dans un corps, on les voit pas, mais elles sont importantes. C'est aussi des choses que l'écrivain met pour étoffer la propre chair de son livre, et non pas, c'est pas un jeu de piste. Hein. Donc, on en repère, il y en a sûrement que je rate, il y en a peut-être que j'ai pas assez mis au premier plan, mais voilà, une fois de plus, c'est faire ce que le texte fait sans outrepasser son mouvement. Et alors, on pourrait parler un peu du chapitre dont tu as lu un extrait, celui du texte de Lucia Joyce. Vous voulez que je le relise, non? C'est ça? Ah oui, la suite.
Bon, tu le dis toi-même, tu gardes ce chapitre-là pour la fin quand tu le découvres, parce qu'évidemment, ça doit être un peu choquant quand tu le découvres, de se dire comment traduire ça. Comment tu t'y prends? Parce que évidemment, c'est une sorte de double référencement. T'as à la fois le texte qui fait référence à Finnegan's Wake, enfin, ou à la structure, à la langue de Finnegan's Wake, de Joyce. Mais toi, en français, non seulement tu dois le traduire le sens du chapitre, mais en plus, il y a un lien avec la traduction qui a été faite de Finnegan's Wake. Donc c'est une sorte de double traduction. Tu traduis le chapitre, mais en plus, il faut que la référence à Finnegan's Wake soit visible et compréhensible. Comment est-ce que tu t'y prends quand tu es face à ce genre de défi? Dans un premier temps, on est un petit peu, c'est complètement effrayant. C'est-à-dire que je regardais le chapitre, je comprenais rien. À la fois, je sentais que Alan Moore, il n'avait pas fait n'importe quoi. Et en fait, je me suis aperçu, j'allais dire très vite, mais non. Enfin, je me suis aperçu que c'était une question d'accommodation, accommodement quand on essaie de regarder. Voilà, vous êtes là, vous voyez pas, là, vous voyez pas vraiment. Il faut trouver le bon moment. Et là, il y avait une double chose à faire en lisant. C'était à la fois vraiment lire à la bonne vitesse, j'allais dire dans la bonne distance, et entendre aussi. C'est-à-dire que c'est un texte qui se lit autant qu'il s'entend. Et au bout d'un moment, il fallait c'était comme trouver une bonne fréquence. Je lisais et tout d'un coup, il y a quelque chose j'avais chauffé vraiment la bonne fréquence. Et là, je comprenais tout. Alors, comprendre tout, ça veut dire comprendre le premier sens. Où à l'oreille, on entend presque ce premier sens, donc c'est des choses très claires, c'est Lucia, elle est dans l'asile, elle se déplace, après elle va dans le jardin, elle fait des choses, elle se souvient de sa vie passée. Et en même temps, chaque mot est parasité par un autre mot qui lui révèle en général, parce que c'est pas juste un mot hasardeux qui transforme le mot, par un mot qui révèle un peu les tabous de la vie de Lucia. Alors, c'était d'autant plus compliqué que comme il raconte pas n'importe quoi, il parle vraiment de la vie de Lucia Joyce, donc il fait des allusions des fois à des personnes que Lucia a connues, personnages réels, de sa famille, etc., ou des écrivains, ou d'autres faits. Mais comme il transforme ces mots, en fait, vous pouvez pas les reconnaître. Pour les reconnaître, en fait, il faut savoir de quoi. Ça paraît bizarre, mais il faut savoir de quoi elle parle. Donc, heureusement, il y avait une biographie qui existait en anglais de Lucia Joyce, donc que j'ai lu très très attentivement pour comprendre. Et après, j'avais les clés. Je comprenais que tel épisode racontait qu'elle avait jeté à un moment dans une crise de folie sa chaise sur sa mère, etc. Mais si j'avais pas eu toute cette compréhension, j'aurais pas pu comprendre quand il disait, je sais pas quelle est la phrase, mais des fois une fois qu'on le sait, c'était facile pour moi. Mais voilà, donc ça a été demandé de décrypter. Et donc là, il fallait déjà entrer dans l'épaisseur de ce qui était raconté. Elle parle aussi de tous les personnages, toutes les personnes réelles qui ont été dans l'asile où elle a été internée. Hein. Il y en a eu plein. Il y a eu Dusty Springfield, il y a eu Patrick McGowan, et Michael Jackson y a fait un petit séjour. Il y a eu bien sûr le grand poète John Clare dont elle parle, donc il y a des vers de John Clare qui sont aussi là-dedans. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Dusty Springfield, enfin plein d'autres personnages. Donc j'ai dû trouver un livre qui racontait l'histoire de cet asile. Voilà, donc là je me disais quand même, je pensais que j'avais fait le plus gros de travail, mais après c'était plus compliqué parce qu'en fait je devais d'abord traduire le texte anglais, entre guillemets, en anglais normal, sur une ligne, sur une ligne supérieure un petit peu comme sur une portée, en mettant les autres mots qui pouvaient apparaître. Et après je devais traduire ça donc en français normal, on va dire. Les deux lignes, la mélodique et l'autre plus spéciale, et essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, je pouvais pas juste traduire de façon mécanique, comme disant, alors, elle a dit ça, mais on va essayer d'incorporer tel mot, parce que sinon, ça ressemblait à rien, etc. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on va prendre un peu plus de liberté, on va essayer de bien comprendre le sens de chaque phrase, le sens des sous-entendus, et puis après d'oublier.
et de réécrire un petit peu comme ça à l'oreille ce qu'on a entendu, et pour que justement tout ce sous-texte puisse apparaître sans que ça soit mécanique et forcé, et que ça puisse, et puis surtout il faut que la phrase elle garde une certaine, enfin je sais pas si ça s'entend, mais une certaine souplesse, une certaine, c'est pas juste des mots collés. Moi j'ai l'impression que quand on l'entend, on comprend quand même. On voit bien qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des déplacements, qu'il y a, alors après il y a des allusions qu'on peut pas comprendre comme ça à l'oreille. Ce que je disais, c'est que le texte parfois est beaucoup plus clair à l'écrit. Etc. Voilà, il se trouve qu'elle avait plusieurs sobriquets pour désigner son père. Donc ça, évidemment, on ne peut pas le deviner. Et puis de toute façon, le lecteur le connaît pas, mais le lecteur anglais non plus ne sait pas forcément que Lucia Joyce s'appelait son père Babo. Moi, je le savais pas, je l'ai appris, etc. Et de toute façon, c'est un texte qui est là pour parler de Lucia Joyce, qui a été complètement inhibée. Voilà, elle a été internée, elle a été rejetée, elle a vécu quelque chose de très très dur, même surtout vraisemblablement sexuellement par son frère, si ce n'est son père. Donc il y a tout un côté opaque. Et en fait, je trouvais ça très beau dans le chapitre parce qu'il révèle quelque chose sur la littérature qui est que, alors on se dit voilà, on comprend pas tout. Il y a des choses cachées, peut-être depuis la fondation du monde. Mais c'est important qu'un texte garde aussi une part d'opacité. Un texte peut pas être lumineux, et aucune lecture rendra un texte complètement lumineux, sinon ça serait tellement lumineux qu'on verrait plus le texte. Et un traducteur, il doit aussi garder, il ne doit pas avoir peur de l'opacité. Enfin moi des fois j'ai l'impression de traduire un peu dans l'obscurité ou en idiot, voilà, parce qu'on n'est pas là pour déplier les choses. Il faut leur garder exactement leur petite puissance d'ébullition ou de frémissement. C'est amusant que tu dises que tu as gardé ce chapitre-là pour la fin, que tu as traduit le reste avant de revenir à celui-là, parce que moi j'ai plusieurs lecteurs du livre qui, quand ils sont arrivés sur ce chapitre-là, ont buté dessus et ont lu le reste du livre et puis ont lu ce chapitre-là à la fin. Mais c'est très significatif, je trouve, parce que c'est justement un chapitre qui est à la fois fondamental. Ça révèle aussi la façon dont Alan Moore a travaillé. Il s'est expliqué là-dessus, donc il avait quand même un plan, il avait bien bossé. Donc en gros il y a trois parties. Donc la première partie où il change tout le temps un peu de style, une deuxième partie qui est beaucoup plus narrative, qui a un petit côté Harry Potter comme ça, avec les enfants fantômes qui sont dans l'en haut. Et quand il a écrit ça, il était au deuxième tiers, il a expliqué qu'il se fatiguait un petit peu, il savait en gros tout ce qu'il devait encore dire, et donc il s'est dit bon, là il faut que je me complique encore plus les choses pour réveiller aussi le lecteur, tout d'un coup qu'il soit de plus en plus attentif, parce qu'il va avoir des chapitres complètement étranges et barrés, et puis moi aussi ça me motivera. Donc il s'est mis des contraintes, il a fait un chapitre en vers, un chapitre Lucia Joyce, un chapitre un peu comme une pièce de Beckett, un chapitre où c'est dont j'ai eu un extrait où c'est comme le livre ou le monde, on ne sait pas ou Dieu qui parle au lecteur. Enfin voilà, enfin il y a forcément sur un livre de 1200 pages, il y a un moment où il fallait qu'il y ait un coup de fouet. Alors des fois c'est presque un coup de bâton, et je comprends qu'il y a des lecteurs qui est sauté. C'est un chapitre bien sûr qu'on peut sauter, mais comme dans un livre on peut toujours tout sauter, moi je pense. Enfin, il y a beaucoup de livres dont on peut sauter tout d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. C'est amusant que tu reparles de ce chapitre qui est écrit sous forme d'une pièce de théâtre où le personnage de Samuel Beckett intervient d'ailleurs. Parce que là aussi, c'est un des morceaux de bravoure, je trouve, qui est dans le livre et qui n'a peut-être pas au premier regard, parce qu'on peut se dire, bah oui, voilà, tu traduis des vers, tu traduis du dialogue théâtral, mais quand même, justement, là aussi, il y a plein de références. Il y a une référence à Beckett, il y a une référence à la langue de Beckett, une référence au ton même de Beckett dans sa façon de parler et de répondre. Voilà, c'est jusqu'où est-ce que dans un chapitre comme ça, encore une fois, quel est le type de travail que tu fais sur un chapitre comme celui-là? Est-ce que tu relis du Beckett? Est-ce que tu vas rechercher des expressions de Beckett? Est-ce que pour donner ce rendu-là, qui est en effet l'impression de lire quelque chose qui pourrait être en partie écrit par Beckett, ou en tout cas faire partie d'une pièce de Beckett? Je connais un peu Beckett, donc je voyais un petit peu ce qu'il faisait, mais je pense même qu'un traducteur qui connaîtrait pas du tout Beckett arriverait peut-être au même résultat, parce que de toute façon, il y a
Le texte de Moore, il est là, il a la même, c'est pas qu'il a la même puissance que Beckett, mais il se tient debout aussi. Et si on le suit, si on l'écoute, voilà, il se passera peut-être la même chose. Après, c'est vraiment pour affiner ou être sûr de pas rater quelque chose, mais de toute façon, il dialogue avec tellement de style et d'écriture. En plus, c'est un chapitre qui est complètement horrible. Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment à la Beckett, il y a un homme et une femme, ils sont là sur des marches, c'est un couple, ils se parlent, etc. On comprend pas bien au début de quoi ils parlent par rapport à leur fille, et puis au bout d'un moment, on va comprendre que sous couvert d'une discussion un peu à la Beckett, un peu absurde, en fait, le type est en train d'avouer qu'il a eu un inceste, enfin qu'il a violé sa fille. Et donc on est toujours avec Moore surpris par la structure de son livre, et puis tout d'un coup on se raccroche, on dit attends, est-ce que j'ai bien entendu, parce qu'il le fait de façon très subtile comme ça, et il y a plein de chapitres qui sont, enfin de toute façon c'est vraiment un livre sur tous les gens blessés, alors donc soit qui sont internés, soit qui résistent, etc. Enfin c'est tous les plus beaux personnages du livre d'ailleurs sont des rôles évidemment de femmes qui ont été brisées par la société, violées, ou des femmes battues, ou poussées dans la drogue, ou subies un milieu familial, etc. comme ça. Et après, on voit dans le livre, c'est elle qui quelque part sauve une part de l'humanité. Si Alan Moore, mais c'est mis comme personnage lui-même dans le livre, mais il s'est mis sous la forme d'une femme. Enfin, un des personnages principaux, Alma, c'est lui. Pardon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Si tu devais, toi, retenir, voilà, plus exactement, est-ce que le fait d'avoir traduit quelque chose comme ça, je sais que tu n'aimes pas qu'on dise, on en a parlé tout à l'heure, avant la rencontre, je sais que tu n'aimes pas tellement qu'on dise Claro, le traducteur des textes impossibles, le traducteur de l'exceptionnel. Voilà. Donc je ne vais pas le dire, mais je l'ai dit quand même, mais c'est pas grave. Mais est-ce que traduire un bouquin comme ça, dans toute sa variété de styles, dans toute l'ampleur et le délire de son projet, un livre monstre, comme on dit, mais voilà, dans ce cas-ci, c'est particulièrement monstrueux. Est-ce que ça change ton rapport à la traduction des textes qui viennent après et qui peuvent te sembler du coup plus basiques, simples? Est-ce que tu as l'impression d'avoir, tu peux pas faire quelque chose de pire ou de mieux, je sais pas comment le prendre. Est-ce que ça change même ton rapport propre à l'écriture, à ton écriture à toi? J'imagine que le texte que tu as écrit toi pendant la traduction, c'est hors du charnier natal, ou c'est un autre texte, c'est un qui est en cours. Est-ce que ça change ton rapport à l'écriture, à ta propre langue et à ta propre écriture, de te retrouver face à ce genre de défi et de réflexion sur la langue, les références, la structure? Non, en fait, je pense cette traduction a fait ce que chacune des autres traductions peut me faire, enfin en tout cas peut faire à ce que j'écris ou aux autres traductions entre elles. C'est-à-dire que c'est chaque fois ce sont des exercices. Pour un écrivain, c'est passionnant de faire des traductions, de devoir. C'est un travail mimétique. Je suis obligé d'imiter ce qu'on disait, de faire un faux à Alan Moore, d'imiter le style d'Alan Moore, qui lui-même imite d'autres styles. Donc ça fait énormément d'exercices, comme un pianiste obligé de faire des gammes. Enfin là, c'est pas des gammes, mais. Et donc de toute façon, ça me nourrit complètement. Plus c'est compliqué, mais si on pose la question aux 3/4 des traducteurs, ils vous diront que, mais bien sûr, ils aiment que ce qui est compliqué. Un texte qui est simple, mais ils s'ennuient profondément. Enfin, moi, je suis incapable de traduire un texte simple qui fait rien, où il se passe rien. C'est beaucoup plus difficile pour moi. Plus le texte est difficile, plus un traducteur, il est en éveil permanent. Il y a une seule chose qu'il aime, un traducteur, c'est tomber sur un truc qu'il comprend pas ou qui sait pas traduire, parce que c'est excitant. Donc voilà, ces genres de livres, vous faites ça, vous êtes content parce que déjà vous avez compris que vous pouvez tenir sur une certaine longueur, donc ça vous apprend aussi quelque chose sur une forme d'endurance qui est intéressante, et puis ça vous montre vos limites de votre souplesse, ça ouvre votre vocabulaire, parce que forcément vous êtes obligé de faire
d'aller chercher loin dans le spectre lexical. Donc tout ça, c'est des choses qui enrichissent. Après, pour un écrivain, il faut aussi arriver à ce que ça décante, à ce que ça n'influence pas trop le travail d'écriture, mais finalement, c'est ce que je dis souvent, c'est que, parce qu'on me demande, par exemple, est-ce que le fait de traduire, ça influence sur votre écriture? Je dis oui, mais exactement comme des lectures que je fais. Voilà, n'importe quel écrivain, il va lire à la recherche du temps perdu de Proust. Quand il se remet à son livre, s'il a fait une petite pause, tout d'un coup, il se met... voilà, il se passe quelque chose. Donc, c'est de toute façon, c'est toujours le rôle de l'écrivain. Il peut avoir des admirations pour Flaubert, pour des grands classiques, mais quand il écrit, il faut qu'il revienne dans la matière de son propre livre et qu'il se serve de ce qu'il a lu ou de ce qu'il a traduit, mais d'une façon, une fois de plus, je dirais organique et surtout pas mimétique. Donc il faut avoir une espèce de filtre, prendre du recul ou des fois peut-être arrêter. Enfin, je sais que Alan Moore, après avoir écrit le chapitre Lucia Joyce, il a arrêté, je crois, 6 ou 8 mois l'écriture du livre parce qu'il n'arrivait plus à écrire autrement, quoi. Enfin, il avait une espèce de... Mais ce qu'on comprend très bien, moi-même, quand j'ai fini la traduction, je faisais des rêves dans cette langue. Je comprenais même pas ce que c'était, hein, parce que des rêves linguistiques, c'est quand même... je sais pas si c'est le cauchemar, mais c'est très bizarre, quoi. Et, après, on a l'impression que tous les mots sont en train de s'enchevêtrer. Voilà, il faut arriver à se déprendre des livres aussi. C'est fou parce que quand tu en parles, la masse de travail juste pour ce chapitre-là est colossale déjà. Le simple fait que tu dises que tu as dû lire une biographie de Lucia Joyce, un livre sur l'hospice lui-même, plus le travail vraiment de traduction, c'est inimaginable. Le travail est colossal. Mais faut toujours rappeler que tous les traducteurs, enfin pas tous, mais bon, la plupart des traducteurs littéraires, ils font toujours ce travail de recherche, d'archives, etc. Il y a qui vont se passionner pour la culture des moules, ou je sais pas, la fabrication des bouchons de liège pendant 1 an, juste pour traduire un livre. Après, c'est des connaissances qui s'effacent, hein, heureusement, parce que sinon on exploserait. J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que c'est la première traduction qui a été publiée, non? Il n'y a pas eu une autre traduction publiée avant de Jérusalem? Dans une autre langue? Oui, dans une autre langue. Non, je crois depuis, il y a une italienne qui est parue, et je crois il y a une espagnole qui devait sortir, mais je crois que le type est mort au travail. J'allais te demander justement si les traducteurs qui ont travaillé ou qui travaillent sur les traductions dans d'autres langues du texte ont pris conseil auprès de toi, ou est-ce qu'il y a une internationale des traducteurs quand on est face à un objet comme celui-là? Non, il n'y en a pas. Alors est-ce qu'on pourrait s'aider? Je sais pas. Je sais, une fois j'avais rencontré le traducteur japonais de Finnegan's Wake. Je sais même pas quoi lui poser comme question. Mais il m'avait dit non, mais il y a 2 façons en fait de traduire Finnegan's Wake. Il y a une façon facile et une façon difficile. Et je lui dis, vous avez choisi laquelle? Il me fait, la difficile. Et voilà, j'ai pas réussi vraiment à savoir ce qu'il avait voulu dire, mais je pense qu'à la fois ça en dit pas mal, quoi. Je crois qu'il nous reste quelque chose comme 5 minutes, je me trompe. Donc du coup, si quelqu'un a une question dans le public, c'est maintenant. C'est une bonne question parce qu'évidemment ça ne se passe pas du tout à Jérusalem quand je m'en suis aperçu quand j'ai fini de traduire le livre. Et en fait, Jérusalem ici est une allusion à un poème de William Blake, très connu aussi des Anglais, et il se trouve que ce poème est également, on va dire, l'hymne national anglais. C'est-à-dire qu'ils ont God Save the Queen, mais qu'ils aiment de moins en moins chanter. Et ils ont cet autre hymne qui est donc un poème de William Blake, que je n'essaierai pas du tout de chanter là, qui chante d'ailleurs plutôt souvent dans les stades. Et après, voilà, dans le livre, il y a toute une allusion justement où... comme dans Blake, ou peut-être Jérusalem pourrait à une possibilité en Angleterre où il rêvait de ça, et pour Alan Moore, il imagine que peut-être Northampton est une espèce de nouvelle Jérusalem avec toutes ces strates, parce que bon, il aurait fallu raconter aussi toute l'histoire de Jérusalem, qui aurait pu être la ville la plus importante d'Angleterre, et qui a été tout le temps écrasée et bannie par le pouvoir parce que c'était un lieu
un lieu de sédition, mais ça a été aussi un grand lieu industriel. Voilà. D'ailleurs, il y a une allusion dans le poème de Blake sur les satanic mills, les moulins sataniques, qui sont en fait, voilà, c'est la peur aussi de l'industrialisation. Chaque fois qu'on part enfin, d'un point, on peut aller partout dans Alan Moore. Ouais, parce que alors c'est ça qui est agréable, c'est que c'est un roman où tous les personnages n'ont pas des montres à 500 $ à la main, ils roulent en Lamborghini ou fument de la coke. C'est vraiment sur le, alors pas le lumpen prolétariat, mais sur des gens qui ont été souvent déclassés, où il nous retrace toute l'histoire des différents métiers, puisqu'il évoque aussi toute la ville de Northampton depuis le début, donc on voit les métiers qui étaient importants comme la teinturerie, la cordonnerie qui était capitale, et comment tous ces gens étaient dans des quartiers, et comment on a petit à petit on les a virés de ces quartiers pour détruire les quartiers, on les a logés dans 2 tours immondes, et puis après on les a virés, on les a expulsés, etc. Donc tout le roman est vraiment un roman social sur les, on pourrait dire rapidement, pas sur les damnés de la terre, en tout cas de Northampton. Mais je suis jamais allé à Northampton, donc je peux pas vérifier l'état actuel. C'est même au-delà d'être sur Northampton, c'est sur certains quartiers de Northampton, qui sont les boroughs, qui sont des quartiers prolétaires dans le meilleur des cas. Une autre question ? Alors on est allé le rencontrer avec Jérôme l'éditeur quand le livre est paru en Angleterre. En fait, il avait donné une conférence de presse. Donc il est venu, il n'est pas resté longtemps parce qu'il avait peur qu'il y ait une tornade qui arrive à Northampton. Donc il est venu, il a présenté son livre, voilà, il y a eu un entretien avec lui, et puis les gens ont pu poser des questions. C'était plutôt une rencontre pour les autres éditeurs, et éventuellement il y avait aussi quelques traducteurs qui sont donc tous morts depuis. Et voilà, et donc on a un peu parlé. Donc à un moment il m'a demandé comment je comptais traduire le chapitre 23. Donc voilà, j'ai fait un peu une réponse japonaise, et ça s'est bien passé. Moi, oui, je veux bien les rencontrer. Ah, déjà, j'aime bien les rencontrer pour m'assurer qu'ils comprennent pas le français. Voilà, je vais être sûr, parce que si je vois qu'ils comprennent le français, je préfère pas faire la traduction, parce que je sais qu'après ça va être un cauchemar. Ils vont vouloir tout regarder, et puis évidemment ils n'auront pas la même vision. Donc une fois que je suis sûr qu'ils parlent pas le français, déjà des liens d'amitié peuvent se tisser. Ouais. Mais en fait, moi j'aime bien les voir, pas forcément longtemps, mais pour entendre leur voix. Savoir comment et après du coup j'essaie d'entendre le livre avec leur voix, et dès que vous avez les timbres, en fait ça vous aide vraiment à comprendre la phrase. Alors avec Alan Moore c'est un peu particulier parce que l'accent du quartier des Boroughs de Northampton, c'est quand même un truc, même l'auvergnat à côté c'est beaucoup plus simple. Il disait tout le temps yo, on comprenait pas ce qu'il voulait dire, en fait c'était aïe. Donc après, quand il parlait, il fallait traduire. Au bout d'un moment, on le comprend, mais au début, c'était un peu, tout le monde se regardait comme ça. En plus, il fait peur, il ressemble à Gandalf. Peut-être une dernière question. Oui, monsieur. Bah, déjà, il faut pas se laisser forcément impressionner par la taille, bien sûr. Comme je le disais, c'est peut-être c'est une 50aine d'heures de lecture, donc c'est pas non plus de la folie. Si vous en lisez 1h30 par jour, c'est possible. Voilà, ça vous prendra pas plus de 3 mois. Après, moi, je pense que il faut commencer par le début, tout simplement. Et dès qu'on est dedans, je pense qu'on est complètement happé. Premier chapitre.
nous emmène dans une certaine direction avec des pistes qui sont ouvertes, quelque chose de mystérieux. Je trouve tous les gens qui l'ont commencé, en fait, ils ont eu aucun problème, enfin jusqu'au 23. Mais il y a pas de. C'est juste un peu tyrannique parce que ça prend du temps. Mais je trouve que je trouve la littérature, la lecture, je trouve que en fait on pourrait presque résumer à du temps. C'est que du temps. Et le livre, il vous demande du temps. Et donc au bout d'un moment, vous dites voilà, où est-ce que je vais mettre ce temps? Est-ce que je l'ai vraiment? Est-ce que je dois mordre sur d'autres trucs pour le prendre? Et il y a quelque chose de tyrannique sur comment je peux placer ça dans ma vie en temps de lecture. Mais je trouve que c'est la force de la littérature, parce que on va y consacrer 50 heures et puis ça nous fera aussi quand même pour toute la vie. Après, c'est les images, elles peuvent rester, donc il faut foncer. Il faut lire 40 pages et puis on s'aperçoit que c'est pas la mer à boire. La mer à boire, c'est un livre pas forcément sous couverture blanche, mais c'est un livre de 200 pages où il se passera rien, où on va vous décrire l'histoire d'un trentenaire qui traverse son appartement et qui téléphone à Cynthia pour savoir si elle veut. Enfin, ça, c'est des livres qui sont illisibles, mais ça, c'est pas illisible. Voilà. Non, mais j'ai pas arrêté de traduire après. J'allais te poser une autre question, mais je trouve que tu termines sur une. Enfin, c'est un bon mot de la fin. Donc, je me dis que ce serait dommage de gâcher ça. Donc, sauf si quelqu'un a vraiment quelque chose à ajouter de fondamental. Oui, absolument. Voilà, pour dire qu'on continue de façon un peu informelle. Merci de votre attention. Comme avait dit ma fille quand elle était petite, merci pour votre attentivité. Je trouve que c'est encore plus juste. Merci beaucoup.